Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tuto sur le langage de programmation Go. Donc on va faire tout de suite un nouveau projet. Alors, tac, New Project. On va choisir Go. Next. Donc ici, je vais prendre le Go 1.8.3. Je ne sais pas pourquoi il m'a gardé celui-là, mais c'est pas grave, puisque c'est exactement le même. Donc allons-y. Next. Alors ici, on voit, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, on va faire notre projet dans le dossier SRC de notre workspace. Donc on voit bien ici que je suis dans ce qui correspond à mon GoPass en fait, qu'on a défini lors de l'installation. Donc ça c'est mon dossier workspace et je suis dans SRC. Alors ici on va appeler ça, allez, on va appeler ça GoTuto. On clique sur Finish, le projet n'existe pas, enfin le dossier n'existait pas, voulez-vous le créer? Ben ouais, oui ce serait mieux quand même. Hein, hop, oui, dans cette fenêtre. Ok, c'est parti. Donc ici on voit que notre projet a été créé. Donc bien sûr lui il met son dossier ID, son dossier YML qui lui sert à lui. Hein. On va créer tout de suite notre premier fichier en Go. Alors hop, Go File. Alors on a le choix entre Simple Application ou Empty File. Empty File va être un fichier vide et Simple Application, ça va être un fichier où il aura déjà mis quelques lignes pour nous. On va voir ça tout de suite. Donc on va l'appeler main.go. Ok, voilà. Donc, il m'a créé un package main et une fonction main. Comme dans beaucoup de langages de programmation, comme Java par exemple. Ici, on a la fonction main qui va être notre point d'entrée. Alors, on va faire quelque chose de tout simple. Pour l'instant, on va faire println. Donc, ce qui va m'afficher ce que je vais lui donner en argument et faire un retour ligne à la fin. Sinon, il y a print. Print fait exactement la même chose, sauf qu'il ne fait pas le retour ligne à la fin. Voilà. Donc, println de... Oh ben, on va mettre le traditionnel Hello World. Alors, pour lancer ça, soit on passe par ici, soit on passe par le terminal. Ben, je vais vous montrer les deux solutions. Voilà, donc je vais passer par le terminal. Voilà, tac. Donc ici, je vais faire Go Run. Et je vais aller chercher... Ah merde, je l'avais. Voilà. Je vais aller chercher main Go. Donc Go Run main.go, ce fichier-là. Hop, Hello World. Ah, c'est toujours un petit peu long au départ. Mais si je recommence, ça va aller plus vite. Voilà. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas d'exe nulle part, il n'y a rien. Si je fais Go Run, simplement, il va faire comme un script en fait. Ce qui est une chose qui est relativement intéressante. Donc, hop, je vais quitter mon terminal. Maintenant, voyons pour le lancer depuis notre IDE. Alors, donc ici, oui, hop, je vais dans Edit Configurations. Alors, on va faire... Eh bien, on va faire le Go Run. Oui, on va déjà faire le Go Run. Et après, on verra pour le Go Build. Alors ici, vous voyez que vous en avez 4. Donc ici, il va falloir prendre Single File. Alors, Single File. Donc tout ça, on s'en cogne un petit peu. On va juste mettre ici Run. Dans le fichier, vous allez rajouter main.go parce qu'on voit qu'il pointe sur le dossier, mais il nous demande un fichier.
Donc en fait, ça va être le fichier principal où il y a le point d'entrée. Donc ici, c'est main.go. On peut aller le chercher depuis le... voilà. On peut aller le chercher depuis là aussi. C'est pas un souci. Tout le reste, ben on s'en fout. Voilà. On fait appliquer. On va faire OK. Et maintenant, si je suis bien sur Run et que je lance, voilà. On voit qu'il m'a lancé le programme. Alors maintenant, quid de la compilation. Alors ici, on va pas voir le Go install, puisque dans notre cas, en plus, ça servira à rien. On va faire le Go build, parce que comme ça, il fera directement dans le dossier. Alors, on va sur terminal, hop, voilà. Donc terminal qui est situé ici en bas, normalement. Sinon, il faut farfouiller, il doit être là-dedans. Je sais plus où. Faudra aller voir. Donc, j'ai ouvert mon terminal. Donc, sachant que ce terminal, c'est une extension normalement de l'invite de commande, me semble-t-il. Pas de PowerShell, je crois que c'est l'invite de commande. Donc ça, vous pouvez le faire si vous êtes par exemple sur Visual Studio, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ouvrir une invite de commande à l'endroit où sont situés vos fichiers, et vous faites exactement la même chose. Ce terminal-là, c'est juste une projection, soit de l'invite de commande, soit de PowerShell. Ça fonctionne aussi. Donc ce que vous voyez là n'est pas propre à mon IDE. Donc ici, on avait dit on va faire go build et on va reprendre main.go. Bim. Alors là, on voit qu'il n'a rien affiché. On voit que là-dedans, il ne se passe rien. C'est normal. Il faut un certain temps que ça se rafraîchisse. Voilà. Maintenant, on voit que j'ai un main.exe. Donc ici, si je fais main, hop, je vais chercher .exe, je lance et hop, hello world. Et là, on voit que c'est hyper rapide quand même. Bon, en même temps, il a juste hello world à afficher. Je l'accorde, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, mais par rapport au moment où on fait un go run, ici, on voit qu'une fois compilé, c'est quand même instantané. Voilà, donc on va sortir de ce terminal. Maintenant, donc je vais supprimer ça. Voilà. Donc maintenant, on va faire ici pareil. On va configurer pour pouvoir faire le build depuis notre IDE. Sachant que je préfère le faire au terminal, mais je vous montre comment on fait. Donc maintenant, je vais chercher Go Application. Voilà. Ici, je vais nommer ça build. Alors en fait, c'est ce nom qui va être utilisé par le compilateur pour donner l'exé. Donc mon exé s'appellera build.exe. Maintenant, si je veux lui donner le nom de... Tiens, par exemple, GoTuto, il s'appellera gotuto.exe. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. File, et bien file comme tout à l'heure, hop, on va aller chercher le main.go. Alors, voilà. Là, on voit bien, il y a un petit souci. Il n'en veut pas. Bon, ben on va le mettre à la main. Ça m'est déjà arrivé, alors je sais pas si c'est propre à Go ou si c'est l'IDE qui merdoie un peu, franchement j'en ai aucune idée. Mais des fois voilà, on peut avoir des petits soucis dans les réglages. Donc n'hésitez pas, si vous avez un souci, vous passez par là et que vous avez un souci à la compilation, allez vérifier quand même vos réglages, parce que des fois on ne sait pas pourquoi ça arrive, des fois ça saute. Ou comme là vous voyez, vous ne voulez pas le prendre. Donc voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça vient. Donc avant de vous arracher les cheveux, allez faire un tour dans les réglages de votre builder là en fait, pour voir si ça vient pas de là.
Ou au pire, faites-le depuis le terminal. Comme ça, vous voyez bien, si ça fonctionne depuis le terminal, c'est que c'est dans vos réglages qu'il y a un souci. De toute façon, moi, je préfère le faire depuis le terminal, mais bon. Ça nous permet aussi de voir comment on paramètre l'IDE pour faire les builds. Donc ici, on a le choix entre file et package, mais on va faire un exe, donc on va faire file. Et le output directory, si vous oubliez de désigner un dossier de sortie, il n'y aura rien, parce qu'il ne saura pas où le mettre. Donc il va compiler, il n'y aura pas d'erreur, mais vous ne trouverez pas l'exé puisqu'il ne sait pas où le mettre. Donc du coup ce sera dans un fichier temporaire ou je ne sais pas, mais il n'y a pas de sortie. Donc ici on pourra rajouter des arguments. Alors par exemple dans le cadre justement de la cross-compilation, on peut rajouter un couple d'arguments, donc il y a GoOS et GoArch, qui sont respectivement l'OS pour lequel on veut compiler le binaire, et GoArch ce sera l'architecture. Donc on peut par exemple compiler pour Ubuntu et dans le cadre d'un Raspberry Pi par exemple, on peut compiler pour un Linux sur un processeur ARM. Donc ça c'est faisable aussi. Donc revenons-en ici, on va lui désigner comme dossier de sortie, alors pourquoi il va là, je n'en ai aucune idée, hop, tac, le GoTuto, donc on va le mettre à la racine ici de notre projet. Tout le reste, ben, il n'y a pas de souci. S'il y a un gros souci, vous mettrez un message d'erreur ici en rouge, mais comme là il n'y a pas de, il n'y a rien, on est bon. Apply, ok. Et donc maintenant, si je vais, bon alors voilà, donc ici j'ai les deux trucs. Si je vais sur GoTuto, je lance, bim. Alors là par contre, il me lance aussi le programme. Donc on voit le résultat et il compile. Et là du coup, comme je suis pas passé par le terminal, le rafraîchissement est instantané. Donc on voit qu'il est ici. Donc on voit bien qu'il s'appelle gotuto.exe, contrairement à tout à l'heure où il s'appelait main.exe. Donc en fait il a pris le nom que je lui ai donné ici. Hein. Et donc pareil maintenant si je sors un terminal, oui voilà, et que je mets gotuto.exe, bim ça marche. Hop, voilà. Donc voilà les deux solutions pour créer et lancer le programme. Donc hop, je vais faire un delete, voilà. Tac, et je vais me remettre en run. Donc eh bien allons-y. Alors, pour déclarer une variable, on va utiliser le mot-clé var, suivi du nom de la variable et de son type. Alors, pour les int et les uint, on a des types génériques entre guillemets, où là c'est le compilateur qui va choisir l'espace qui va être utilisé pour stocker l'entier. Alors si on regarde, on voit qu'on a des entiers de 8 bits, de 16 bits, 32 et 64. Donc le compilateur, lui, en général, il va prendre le plus gros adapté à votre système. Donc ce ne sera pas toujours judicieux. Par souci d'optimisation, il vaudra mieux utiliser le int correspondant à vos besoins. Par exemple, le int 8 allant de moins 127 à plus 128, ou de moins 128 à plus 127, je ne sais plus exactement, c'est à vérifier. Bref, le int 8 étant suffisant pour mes besoins ici, je vais choisir le int 8. Il y a aussi les uint. Alors, les uint, eux, par exemple, le uint 8, il va de 0 à 255. Ce sont des entiers unsigned, c'est-à-dire des entiers non signés, qui sont positifs.
Donc là, ouais, bah pour l'exemple, on va partir sur un int 8. Ça n'a assez peu d'importance. Donc, allez, on va lui mettre 12. Et maintenant, si je fais printline de... oui, ben, si je fais printline de 12, ça va faire 12. Hein. Ok, on est parti. Voilà. Donc ici, on voit que ma variable a bien été déclarée. Donc, comme je vous ai dit, on a ce int et ce uint qui, donc là, on aura le même résultat, qui vont demander au compilateur de choisir lui-même l'espace de mémoire pour y stocker des int. Donc ça, c'est une première chose. On pourrait très bien se passer du type. Par exemple, si je fais var a égale 12, là, ça marche aussi. Donc là, c'est pareil. Là, c'est lui qui va choisir le type ainsi que la taille associée à ce type. Alors le souci, c'est que ici, par exemple, lui, il va nous prendre un int. Et si par contre, je n'avais pas besoin d'aller en dessous de 0, il me faudrait plus un uint. Ce serait plus judicieux. Et lui, par contre, ici, eh bien, il va définir que c'est un int. Donc, comme avec la version générique, entre guillemets, de int, si on ne définit pas le type, non seulement il va nous mettre en valeur de stockage, il va nous prendre le maximum, mais en plus, il va nous choisir un type de manière totalement arbitraire et qui ne sera pas forcément adapté à nos besoins. Donc vraiment, quand on bosse avec des types de base, il faut au maximum, pour optimiser le code, non seulement déclarer ces types, mais aussi déclarer si on a besoin d'un 8, d'un 16 ou d'un 32, voire d'un 64. Parce que c'est vrai que là, sur un tout petit programme, ce sera complètement insignifiant. Mais on voit quand même qu'on peut passer du simple au double. Et ben, quand on traite, je sais pas, 200, 300 mégas d'informations dans la mémoire, et ben on passe tout de suite à 600, 800, voire 4 fois plus, voire 8 fois plus. Donc c'est vraiment très important pour le fonctionnement du programme et surtout pour les performances d'utiliser les valeurs adaptées à nos besoins. Voilà, si ici je sais que je vais avoir besoin d'un entier signé, mais que j'irai par exemple jusqu'à 100, ou admettons que je travaille sur un programme qui va gérer des notes d'élèves, on va avoir des notes qui vont être sur 20, et bien dans ce cas-là, je prendrai un uint 8. Un int ferait l'affaire, mais on a rarement des notes en dessous de 0. Donc, je pourrais prendre un uint 8, puisque je sais que je n'aurais pas besoin d'aller au-delà de 20. Et si j'avais justement à stocker des milliers de notes pour un établissement, eh bien, ça ferait tout de suite la différence si j'utilisais un uint 8 ou un uint 64. Donc voilà, vraiment, pensez à ça, puisque ça permettra à votre programme de consommer moins de ressources. Donc on a vu que on pouvait se passer du type, même si là, dans ce cas précis, ça n'est pas recommandé, mais on peut se passer du type. Donc dans certains cas, on sait très bien que le compilateur, lui, il n'aura pas le choix. Ce qu'on va lui renvoyer, par exemple, on va utiliser une fonction, et elle va lui renvoyer un élément d'un certain type. Donc lui, automatiquement, il n'aura pas le choix, donc on sait qu'il fera le bon choix. Donc là, on peut se permettre, par pure fainéantise, d'enlever le type. Alors, donc on a vu qu'on pouvait faire comme ceci. Voilà, ça c'était une notation.
Et il y a une troisième notation qui n'est valable qu'à l'intérieur d'une fonction. Ici, on est dans la fonction main, qui est une fonction, même si c'est le point d'entrée de notre programme, c'est une fonction. Donc, ici, je vais pouvoir faire cette fameuse déclaration. À l'extérieur, si je vais ici, je ne pourrai pas. Ça ne marchera pas. Par contre, les deux déclarations qu'on vient de voir, si on veut faire des variables globales, il n'y a pas de souci. On peut très bien ici faire var b qui sera un int de 123. Il n'y a absolument pas de souci. Et je peux même enlever, comme on l'a vu, mon type. Là, il n'y a pas de souci. Alors, ici, on va utiliser cette notation-là. On enlève le var, on fait A, et on met 2 points. Donc A, 2 points égale 12. Donc ici, alors, on ne peut pas mettre, vous voyez, ça me fait une erreur, on ne peut pas mettre de type. Ici, on n'a pas 36 solutions. Si on utilise cette syntaxe, c'est le compilateur qui choisit tout. La taille de stockage ainsi que le type. Donc ici, c'est exactement pareil que si on faisait var a égale 12. On lui laisse choisir le type et la taille de stockage. Et par contre, cette syntaxe est grandement simplifiée. Et c'est une syntaxe que vous retrouverez assez souvent dans des codes en Go. Notamment quand on a des retours de fonctions où là le type est défini. Donc le compilateur, il n'y a pas moyen qu'il se trompe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'aura pas le choix dans les types, donc il mettra automatiquement le bon. Donc c'est ce qu'on utilise souvent dans des retours de fonctions, pour ne pas être obligé de redéclarer le type alors qu'on sait exactement ce qui va sortir. Alors donc, à propos de nos types, alors si je reviens ici, je vais faire var a, alors on va remettre le int. Ici, nous avons le int. Alors, comme nous l'avions vu, il y a le int 8. Voilà. Le 8, le 16, le 32, le 64. On a le uint, qui est un entier non signé, donc qui ne peut pas être négatif, qui part de 0 jusqu'à... après, tout dépend de la taille du stockage. D'ailleurs, à ce propos, alors, je vais commenter cette ligne. Alors, pour commenter alors ça tombe bien, on va voir ça. Pour commenter une ligne en Go, c'est un double slash. Et pour faire des commentaires multilignes, c'est slash étoile. Alors, vous mettez autant de lignes que vous voulez. Et on voit, il me l'a fermé automatiquement. C'est étoile slash à la fin. Slash étoile slash. Et tout ce que je mettrai ici sera des commentaires. Donc voilà. Donc là, j'ai commenté ma ligne. Alors justement, j'aimerais choisir un uint, mais je ne sais pas, je ne connais pas les valeurs maximales pour chacun des types. Alors, bien sûr, vous pourrez trouver ça facilement avec un coup de Google. Ça, il n'y a pas de problème, vous allez trouver les tableaux très facilement. Il y a une solution en Go qui fait partie du package math. Alors, le package math, comment importer les packages? Eh bien, on va faire import de math. Voilà, on voit que j'en ai 4. On prend math tout court. Et ici, je vais faire un println de math. Point. Alors, on a déjà vu défiler, mais voilà, max. Et ici, alors on voit qu'on a une fonction max où on peut passer 2 floats et il va nous renvoyer celui qui est le plus grand. On s'en fiche un petit peu. Mais voilà, on a ici max float, max int, max uint. Donc prenons l'exemple de max uint 16 par exemple. Voilà.
et j'obtiens 65 535. Donc je sais que je peux aller de 0 à 65 535. Donc plutôt que des fois d'aller rechercher sur internet, on peut vite fait savoir la taille des types pour pouvoir choisir celui qui sera le plus adapté à notre cas. Alors bien sûr ça marche aussi avec min. Donc on voit que j'ai min. Alors par contre, on peut voir ici que j'ai min int. Ah bah tiens, on va regarder le 8 comme tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc c'est de moins 128 à 127. Oui, je ne savais plus. Voilà. Alors dans les min, on n'a que les int. Alors vous allez me dire min uint, forcément ça sert à rien puisque ça part de 0. Ça sera 0 tout le temps. Donc ça, ok. Pour un int non signé, c'est fatalement 0, puisqu'il n'y a pas de valeur négative. Donc par contre, il n'y a pas de min float. Alors je ne sais pas pourquoi, on n'a pas de min float. Voilà, c'est comme ça. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors je vais remettre mon A, je vais hop, décommenter ma ligne et ici on voit que j'ai une petite alerte parce que le package mat a été importé et dans Go on ne déconne pas avec ça. Si on importe quelque chose et qu'on ne s'en sert pas, c'est une erreur de compilation. Autant dans d'autres langages il laisse passer, vous mettrez peut-être un message d'alerte ou... Mais Go, par souci d'optimisation, ce qui n'est pas utilisé, c'est une erreur directe, ça bloque. On peut pas lancer le programme, on peut pas compiler. Donc ça, je vais l'enlever. Donc pareil, si je voulais ici, allez, je commence cette ligne-là. On voit que ce coup-ci, j'ai une alerte parce que A n'est pas utilisé. Donc c'est un peu déroutant au début. Puisque au fur et à mesure qu'on tape, on se retrouve avec des alertes. Alors après, on fait plus attention parce qu'on voit que les alertes sont sur le nom de la variable. Donc on sait que c'est parce qu'elles ne sont pas encore utilisées. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu déroutant. On se retrouve avec des alertes au fur et à mesure qu'on tape le code. Alors on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est rien du tout, c'est parce que simplement, ben oui, comme on vient de déclarer la variable et qu'on ne l'a encore pas utilisée, lui nous met une alerte. Bon, ceci étant dit, on peut faire des floats. Alors, des floats, voilà. On va faire un float 32, par exemple. Et quand on l'imprime, mon Dieu, quelle horreur, on se retrouve avec ça. Pourquoi se retrouve-t-on avec ça? Donc ici, on se retrouve avec un float en notation scientifique. C'est quoi le souci? Alors, en fait, le souci vient d'ici. Printline est bien pratique parce que, vous voyez, j'ai importé aucun package. Il est directement dedans. Voilà, c'est très pratique à utiliser. Par contre, Printline, lui, il est utilisé plus pour le débugage. On s'en sert vraiment quand on est en phase d'écriture du code ou de test. Mais si vraiment en production on a besoin d'afficher quelque chose, on va préférer alors la méthode issue du package FMT. Alors vous voyez qu'ici, soit vous l'importez comme tout à l'heure, vous faites import FMT, soit vous faites FMT et on voit que ici il me propose print, printf et printline. Donc on va prendre printline, on va faire printline de A. Alors on voit au passage que IntelliJ m'a bien importé le package FMT. Donc ça c'est cool. Mettons que j'utilise aussi, voilà comme tout à l'heure, on voit que, hop, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il me l'importe. Et quand on importe plusieurs, alors soit on peut faire
import FMT, import mat et ainsi de suite. Soit quand on a plusieurs imports, on peut faire des parenthèses et entre parenthèses, on va mettre ligne par ligne, on va mettre les packages qu'on va importer. Hop. Donc par contre, quand je l'enlève, il ne m'enlève pas le package automatiquement. Alors qu'il le fait dans Java. Mais peut-être qu'ils remédieront à ça dans les prochaines versions. Puis en même temps, c'est pas super grave non plus. Donc, j'en étais à mon FMT println A. Hop, on est parti. Voilà, je ne sais pas pourquoi il mouline, c'est pas bien grave. Donc voilà, et ici, on voit que j'ai quelque chose qui est quand même plus humainement lisible. Alors d'ailleurs, on peut faire la différence. Hein. Println de A. Hop, on est parti. Et voilà. Et d'ailleurs, on voit que, on ne sait pas pourquoi, il est appelé en deuxième et il arrive en premier. Et en plus, on voit une légère différence au niveau de la couleur. Alors moi, je vais l'utiliser très souvent, j'utiliserai les deux dans mes exemples. Certaines fois, ça sera peut-être même un petit peu l'anarchie parce que je vais utiliser les deux, comme ça, je me connais. Mais voilà, normalement, quand on fait ça sérieusement, le println, on le réserve pour se faire du débogage, pour tester un truc vite fait, tester une sortie, voir ce que ça donne. Et sinon, la méthode vraiment pour gérer les sorties écran, donc à la console ou quoi que ce soit, c'est vraiment le package FMT, avec notamment celle-ci, mais il y a printf, il y a print. Donc c'est ce package vraiment qui permet de gérer l'affichage écran proprement. Voilà. On va rester là-dessus hein, d'ailleurs, voilà. Alors donc on a vu le int, le float, et donc float, vous avez vu, on n'a pas 36 choses, on a un float 32 ou un float 64. Alors il reste quelques types. Il reste le type complexe 64 et complexe 128. Et on a aussi deux types qui n'en sont pas vraiment. En fait, c'est plus des alias de deux types. On a le byte. Alors le byte, en fait, donc ici, ben, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà. Le byte, en fait, c'est un uint 8. Donc, c'est un int qui va de 0 à 255. Et on a la rune, voilà, qui est l'équivalent d'un int 32. Il est bon de savoir qu'ils existent. Maintenant, honnêtement, je ne les ai jamais croisés, ceux-ci. Donc voilà pour ce qui est des types numériques. Voilà pour tout ce qui est manipulation des chiffres. Donc, il existe encore deux autres types. On a les booléens. Alors ici, booléen classique, hein, true ou false. Ici, voilà, je peux mettre true, hop, voilà. Et on a les types string. Alors, les types string, ce sont les chaînes de caractères. Voilà. Donc, un type string, c'est une chaîne de caractères. Il n'y a pas, comme dans certains langages, de type char. Dans certains langages, on fait la différence entre le caractère et la string. La string étant une sorte de liste de caractères. C'est juste un ensemble de caractères. Et s'il n'y a pas de type char, on va utiliser string même si on a un seul caractère à stocker. Ce sera une string d'un caractère. Il n'y a pas cette dissociation entre l'ensemble des caractères et le caractère. On a un type string pour tout. Ce qui finalement simplifie les choses. Donc on peut très bien déclarer une variable, mais ne pas l'initialiser, c'est-à-dire ne pas lui passer de valeur. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas-là, c'est 0. Si je fais un booléen, eh bien j'ai false. Et si je fais une string,
Ce qui est très intelligent de ma part, puisque forcément, on voit rien. En fait, si on déclare une string et qu'on l'initialise pas, qu'on ne lui donne pas de valeur, ce sera en fait l'équivalent de ceci, une chaîne vide en fait. C'est une chaîne de caractères avec 0 caractère dedans. Alors bien sûr, après coup, on peut l'initialiser. A égale, on va remettre test. Voilà, donc là il n'y a pas de souci. Je peux très bien, en cours de route, mettre autre chose. Voilà, c'est une variable. Je peux la réinitialiser. Il n'y a pas de souci. Alors, ce que je pourrais faire aussi, c'est déclarer plusieurs variables d'un coup. Alors, pour ceci, je peux utiliser, comme avec import, des parenthèses. Alors ici, je vais faire a int égale 12, s string égale test, et ici, eh ben, ma foi, je vais lancer l'affichage des deux là. Voilà. Donc on voit ici que j'ai déclaré plusieurs variables. Donc je peux le faire ici, je peux le faire pareil ici de manière globale. Donc cette syntaxe permet de simplifier un petit peu, plutôt que de remettre var par exemple à chaque fois. Ça permet de simplifier un petit peu l'écriture, comme dans le cas de import. Bien sûr, je ne suis pas obligé de les initialiser. Hein. C'est pareil, je peux seulement les déclarer. Bon bah ici, voilà, j'aurai un blanc et puis 0. Alors voici pour les variables. Maintenant, qu'en est-il des constantes? Donc, si j'ai besoin d'une constante qui va être très originale, on va faire une constante de pi qui va être un float de 32 est égal à 3,14. Voilà. Donc ici, avec le mot-clé const, j'ai déclaré une constante. Si maintenant je vais faire pi égale 1,23, on voit que j'ai un petit souci là. Je ne peux pas réassigner une constante. Donc c'est bien une constante. Ici, on peut faire comme tout à l'heure. Mettre le mot-clé const et puis... d'ailleurs, on le verra souvent ça. Donc pi égale 3,14. D'ailleurs, je vais mettre un float 32. Hein, on va déclarer la variable test qui sera égale à test. Hop. On voit que ça fonctionne. On voit au passage que ici, je n'ai pas déterminé le type de ma variable. Hein, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on récupère un type où il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas la peine de le mettre. Donc là, une string reste une string. Il ne va pas me mettre un int à la place de ça. Il voit bien qu'un ensemble de caractères, de toute façon, ça ne peut être qu'une string. Donc, lui, il le met automatiquement, test va automatiquement être une string. Donc là, je suis clairement pas obligé de le déclarer. Ça n'apportera rien en termes de performance. Donc il y a autre chose qu'on peut faire avec les constantes et qu'on ne peut pas faire avec les variables. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Alors, on va faire A égale iota. Alors, qu'est-ce que c'est que ce iota? Eh bien, on voit que c'est un entier. Donc allons-y, ça me renvoie quel entier? Ça me renvoie 0. Bon, jusque-là, rien de foufou, on aurait mis 0, c'était pareil. Voire on mettait rien. On a vu que si on n'assigne pas une valeur à une variable, elle est automatiquement à 0 à la déclaration. Bon. Par contre, ça devient intéressant là où je mets d'autres variables.
Alors, voilà. Je vais afficher toutes mes variables. Allons-y gaiement. 0, 1, 2, 3. Donc on voit en fait que IOTA, si rien n'est déclaré derrière, alors par contre, il faut absolument ne pas mettre de type ici. Hein. Même si je mets int, ça ne marchera pas. Voilà, il ne faut pas mettre de type. Sachant que ce qui sort, c'est un int. IOTA, lui, il va m'initialiser la première à 0. Et après, tant que je ne bouge pas, tant que je ne touche pas à ces variables, que je n'assigne pas à quelque chose d'autre, eh bien il va s'incrémenter. C'est-à-dire que ici, IOTA vaudra 0, là il vaudra 1, 2 et 3. C'est ce qu'on a ici. À chaque fois, il s'incrémente de 1. C'est un entier qui s'incrémente de 1. Alors là, pour le coup, c'est pas foufou, mais on peut faire des choses un peu plus complexes. Par exemple, si je fais IOTA x 10, c'est pas d'une complexité folle, mais voilà. Ce coup-ci, automatiquement, il va assigner à chacune des variables la même expression, sauf qu'il va remplacer IOTA à chaque fois par sa valeur incrémentée. Donc ici, il commence à 0, ici 1 x 10, 2 x 10, 3 x 10. Donc on peut faire comme ça des expressions relativement complexes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple fois par exemple IOTA plus 5 par exemple. Ouais, si. Voilà, par exemple. Hop, on est parti. Voilà. Donc IOTA ici vaudra 0. Mais ici, ce sera exactement la même expression, mais il vaudra 1, ici 2 et ici 3. Et on peut utiliser dans une expression IOTA autant qu'on veut. IOTA, c'est une variable en fait qui va s'incrémenter, qui part de 0 et qui va s'incrémenter à chaque appel, en fait. Dès l'instant où les variables suivantes sont vides, eh bien IOTA vaudra le IOTA précédent plus 1. Alors bien sûr, si ici C je le passe à 5, eh bien D vaudra 5. Et ici, si je rajoute E, donc en fait on voit qu'ici la mécanique de IOTA, donc comme ici il n'y a rien, il va prendre la mécanique précédente, il va prendre IOTA, et comme IOTA s'incrémente à chaque fois, donc ici ça va, IOTA vaudra 1 dans le cas de B. Comme ici ma variable C, je lui donne une valeur, lui il se dit ok c'est bon, donc on arrête IOTA. Donc cette mécanique elle est stoppée ici, pas en pause, elle est stoppée carrément. Et en fait, D et E, comme elles ne sont pas assignées, elles suivent le même principe qu'avec IOTA. Donc en fait, on a vu ici que IOTA, en fait, c'était cette expression, comme il n'y avait rien derrière, cette expression était recopiée telle que dans B, et IOTA s'incrémentant à chaque fois, à chaque appel, donc la valeur est différente. Ici, il n'y a pas quelque chose qui s'incrémente. Ici, on a juste donné 5. Donc c'est pareil. Il a fait, comme ici, il avait copié cette ligne-là à l'intérieur de B. Donc toutes les valeurs suivantes, comme elles n'ont pas été assignées, eh bien, elles auront pour valeur la dernière valeur connue, donc 5. Voilà, c'est un petit peu bizarre comme mécanique. Mais voilà, voilà comment ça fonctionne. En fait, dès qu'une variable a une valeur d'assignée, si les variables suivantes n'ont pas de valeur définie, elles prendront la valeur de la dernière variable connue. Donc ici, quand on remonte, la dernière, c'est C.
Ben, pareil si c'était une chaîne de caractères. Hein. Bon, ben, oui, tiens, bien. Voilà. Une belle faute, mais c'est pas grave. Donc on se dit, bah tiens, ouais, mais admettons que je remette ma formule ici. Hop, je vais faire un petit copier, un coller. Et bien à ce moment-là, IOTA rattaque sa chaîne. On va faire comme ça en fait, voilà, tout bêtement. Voilà. Donc en fait, on voit que IOTA est complètement indépendant de tout ce qui se passe là-dedans. Dès l'instant où je déclare IOTA, il va s'initialiser à 0. Et après, toutes les valeurs suivantes, enfin, après, à chaque déclaration de variable, IOTA sera incrémenté de 1, qu'il soit utilisé ou pas. Grosso modo, c'est comme si on avait un petit peu ici une variable IOTA qui est à 0. Hein. Et donc, si ici, à chaque fois que je déclarais ma variable, en même temps, j'avais une ligne de code qui me faisait IOTA plus 1. Donc ici, on aurait laissé IOTA 0, et puis après, IOTA plus 1, IOTA plus 1, IOTA plus 1, et ainsi de suite. Donc ici, il est initialisé, et à chaque fois, il prend plus 1. Alors là, j'arrête de l'utiliser, je donne une autre valeur, pas de souci. Maintenant, je le réutilise, mais pas de la même manière que je l'avais utilisé la première fois. Pas de souci, lui, il aura quand même... il continue à s'incrémenter. Donc ici, 0, 1, 2, 3. Ici, il vaudra 3. Et comme ici, rien n'est assigné, donc je prends la dernière assignation connue, qui est celle de D. D valant IOTA, donc E vaudra IOTA, donc ici, il vaudra 4. Donc alors, pour vous montrer que IOTA est complètement indépendant du reste, on va ici... eh bien ici on va mettre non, on va pas s'embêter, on va mettre 0 et là je vais enlever là je vais mettre IOTA. Hop, voilà, IOTA. Donc voilà, on a IOTA ici, on se dit C va valoir 0, D1 et E2. Pas du tout. Donc on voit ici que IOTA est vraiment, c'est ce que je vous disais, il est complètement indépendant finalement de ça. C'est comme si c'était une variable dans un coin qui est incrémentée à chaque fois qu'on déclare une nouvelle constante. Ici, j'ai 5 constantes différentes et quel que soit ce que je fais, IOTA, sur la première vaudra 0, la deuxième 1, et ainsi de suite. Donc ici, je peux faire tout ce que je veux. Si je déclare IOTA uniquement à ma troisième constante, eh bien on voit qu'il vaudra 2. Donc 0, 1, 2. Et après, ben voilà, donc toujours ce mécanisme, du fait que je n'ai rien assigné, ils prennent la valeur précédente, et la valeur précédente étant IOTA, donc c'est une incrémentation. Donc voilà, à chaque fois que je crée une constante, eh bien IOTA, sur la première, IOTA est déclaré à 0, et ensuite IOTA est incrémenté. Alors bien sûr, ce n'est valable que dans un bloc comme celui-ci. Si j'avais déclaré mes constantes à la main, et constante B égale IOTA, alors ici, je vais commenter ceci et je vais enlever tout ça.
Voilà. Donc on voit que ce n'est valable que dans un bloc. Ici, donc il ne met pas d'erreur, hein, mais simplement, quand je déclare comme ça, c'est comme si j'avais un bloc de une seule variable. Voilà. C'est un petit peu comme si j'avais ça. Non. Voilà, plus comme ça. Voilà. Donc en fait, la première variable, elle est initialisée à 0. Ce qui se passe ici aussi. Et après, le bloc est fini. Donc on repasse à un autre bloc. Donc la première variable de celui-ci est égale à 0. Et ainsi de suite. Donc dès l'instant où je crée un bloc, iota est initialisé avec la première constante et incrémenté, qu'on l'utilise ou pas, aux constantes suivantes. Donc voilà, c'est pareil, c'est peut-être pas forcément un truc que vous allez utiliser souvent, mais on le voit quand même assez régulièrement. Donc il est bon de connaître un petit peu le mécanisme, savoir comment ça fonctionne, et puis ça peut être utile dans certains cas. Puisque de toute façon, si on le voit, on voit qu'il est utilisé dans certains programmes, c'est pas pour rien. Donc c'est que on peut en avoir besoin de temps en temps. Donc voilà, on va rester encore un petit peu dans ce qui est manipulation de nombres. Alors, mettons que je veuille faire var. Oui, alors je vais déclarer A qui va être un float 64 et qui va valoir 12,5. Et qui va valoir 12,5. Ensuite, je vais faire une autre variable qui va être un float 32 et qui va être égal à 1,3. Et maintenant, eh bien, allons-y gaiement, je vais multiplier l'un par l'autre. Voilà, A fois B, et je vais demander le résultat, et j'ai une belle erreur. Alors, ici on voit que il y a un problème de type. Les types ne correspondent pas, puisque j'en ai un 64 et un 32. Alors lui, automatiquement, il va pas nous faire il va pas nous faire une conversion. Donc là, on va être obligé de faire le casting à la main. Alors, eh bien, on va vouloir passer B en float 64 pour avoir le même type. Donc, pour faire un casting, on peut faire... eh bien, je vais le remettre dans B, en fait. Donc, je vais faire B égale... On va mettre le nom du type voulu. Donc, ici, float 64. Et on va lui passer B, qui est ici. D'ailleurs, pour que ce soit moins confus, je vais appeler ça C. Voilà. Et donc maintenant, si je lance, donc là, on voit bien que ma multiplication s'est correctement effectuée. Mais par contre, j'ai un nombre très conséquent après la virgule. Et là, vous vous dites, eh bien, il doit bien y avoir une fonction quand même pour faire des arrondis. Eh bien, non. En fait, il n'y a pas. Je ne sais pas si c'est voulu, mais on n'a pas... Alors, on a des fonctions d'arrondi, je vais vous montrer ça, mais qui ne correspondront pas à nos besoins. Alors, voyons voir ce qui est disponible. Donc, je vais faire un print line, sauf que ici, je vais appeler le package math, et j'ai floor, voilà, floor et sale. Alors, mass floor, normalement, il arrondit à l'inférieur, si je ne me trompe pas. Donc voilà, A fois C, c'est ça, donc il doit arrondir à l'inférieur.
Alors, hop, je lance. Ah bah oui, en effet, il arrondit, mais il arrondit sous forme d'entier. Alors, Sail. Eh bien, Sail, c'est pareil. Lui, il arrondit au supérieur, mais sous forme d'entier aussi. Donc voilà, mass floor arrondi à l'inférieur. Alors, quel que soit ce qu'il y a après la virgule, il s'en fout. En fait, tout ce qu'il fait, il va virer tout ce qu'il y a là, et il va le passer soit au supérieur, soit à l'inférieur, selon la méthode utilisée. Ici, avec mass sail, il va tout virer ce qu'il y a derrière la virgule, et il va arrondir au supérieur. Avec mass floor, c'est l'inverse. Oui, voilà. Donc c'est l'inverse, et là, il va virer ce qu'il y a derrière la virgule, et il va arrondir à l'inférieur. Donc là, ici, à 16. Et il y a Trunk qui, lui, il n'essaie pas d'arrondir. Donc ça revient exactement à la même chose que mass floor, mais bon. Il n'essaie pas d'arrondir, il vire simplement ce qu'il y a après la virgule. Donc, mais on n'a pas, comme dans beaucoup de langages, on n'a pas, par exemple, ici, on pourrait avoir une fonction qui prend en paramètre un float, 32 ou 64, par exemple, et en deuxième paramètre, un nombre de décimales, un nombre de chiffres après la virgule. Ça, il n'y a pas. En Go, il n'y a pas. Alors, vous avez sûrement des packages où il y a ce genre de formule, là, clairement, puisque c'est quand même quelque chose qui est très utilisé, notamment si vous voulez afficher des prix, où on parlait dans les débuts de vidéo, je vous donnais l'exemple d'un programme qui gérerait des notes d'élèves. Bon, ben, on n'a pas besoin, voilà, d'une précision telle après la virgule pour des notes. Alors, en général, si on va à la demi, c'est largement suffisant. Donc au maximum, on aura un chiffre, voire deux chiffres après la virgule. Mais on n'aura pas besoin d'aller plus loin. Pareil pour des prix. Quand vous avez des prix en euros, on ne va pas au-delà du centime, on ne va pas en dessous. Donc on a besoin souvent de faire des arrondis, et eh bien malheureusement, il n'y a pas de fonction pour ça. On va être obligé, j'ai recherché un petit peu, on va être obligé de l'implémenter à la main. De se faire une fonction, de se faire notre petit package pour pouvoir faire les arrondis comme on l'entend. Donc voilà ce qu'il y avait à voir un petit peu sur tout ce qui est variable numérique. Maintenant, voyons encore quelques bricoles sur les strings. Donc ici, voilà, je vais enlever le package mat. String test. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Oui, au passage, on va faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Voilà. Alors, les strings. En fait, je vais en mettre deux. Et comme j'ai absolument aucune imagination, je vais faire ça comme ça. Donc, si j'utilise print à la place de println, alors je vais faire print de A. Qu'est-ce que c'est rien, voilà. Donc si je fais ceci, eh bien j'ai les deux bout à bout. Printline, lui, il ajoute un retour ligne à la fin de ce qu'il y a à imprimer, alors que print, lui, pas du tout. Lui, il imprime de manière brute ce qu'il reçoit. Donc comme ici je n'ai pas déclaré de retour ligne, eh bien il n'en fait pas, et puis le second imprime au bout, sans espace, sans rien. Donc pour ceci, on ajoute un anti/n. Voilà, anti/n.
Et là, j'ai mes retours lignes. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est comme dans beaucoup de langages, on a ceci. Donc pour déclarer une string, on peut aussi utiliser des backticks. Donc ici, c'est Alt-GR 7. Je suis sur un clavier Windows. Donc Alt-GR 7. Voilà. Alors pareil, comme c'est des accents, si vous faites Alt-GR7 une seule fois, ça ne marche pas. Il faut derrière, il attend de taper sur une autre touche, donc un espace, et voilà. Donc on peut aussi, on voit qu'il n'y a pas de souci, ça marche très bien. On peut aussi déclarer de cette manière-là. Quelle est la différence? Parce qu'il y en a une. Eh bien, lançons ça. Voilà. Donc on voit ici que l'anti/n qui était évalué jusqu'à présent ne l'est plus. Alors que ici, il n'apparaît pas et on voit bien qu'il y a un espace. Donc tout simplement, quand on utilise des backticks, il va prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur et le considérer comme littéralement une chaîne de texte. Il n'y aura aucune évaluation. Alors que ici, il y aura une évaluation et du coup, ceci, le compilateur va le prendre pour un retour ligne. Alors que ici, simplement, il va le prendre pour ce qu'il est, un anti/n. Donc pour lui, ces deux caractères sont des caractères exactement au même titre que les autres. Alors que ici, dans la manière classique, ces deux caractères-là sont des indications. Cette chaîne va être analysée, évaluée, et donc ici, ce sera des indications pour le compilateur. Alors l'avantage de ceci, c'est que si j'ai des chaînes avec un petit peu n'importe quoi dedans, elles seront imprimées directement, elles ne seront pas évaluées. Je n'aurai pas besoin de faire des échappements de caractères et ainsi de suite. Lui, tout ce qui est entre backticks, il le prend et il le balance tel que. Il ne s'en occupe pas. Donc voilà pour mes deux types de notation de string. Alors contrairement à certains langages, là je vais mettre ça, on ne peut pas utiliser les simples quotes. En Go, ça n'existe pas. C'est soit backtick, soit double quote, mais on n'a pas, on ne peut pas utiliser de simple quote en Go. Donc voilà, on va définir une chaîne de caractères. D'ailleurs, donc l'avantage de Go, c'est que par contre, il gère tous les encodages de caractères. Ça ne pose absolument aucun problème. D'ailleurs, si vous allez sur la page de Go, je crois que c'est la première page, on voit le Hello World avec même des caractères japonais. Ça ne pose pas de problème. Les encodages de caractères, on peut mettre tout et n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Ça passe très très bien. Donc sur une chaîne, on pourrait faire aussi appliquer la méthode len. Alors on pourra l'appliquer sur d'autres types qu'on verra plus tard. Mais pour l'instant, on va l'appliquer là-dessus. Ouais, sauf que si ça je le stocke pas dans une variable, ça va pas me servir à grand chose. Voilà. Et maintenant, je vais imprimer B. Et ça me donne la longueur de la chaîne. Donc en fait le nombre de caractères. Et bien d'accord que maintenant, si je remets test, voilà, j'ai 4 caractères. Donc voilà, on verra que un peu plus tard qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec les strings. Hein. On peut faire rechercher à l'intérieur, faire des regexp, enfin bon, on peut faire pas mal de choses, mais on était là juste pour voir les variables et les différents types, les types de base, les types primitifs entre guillemets de Go. Alors bien sûr, on le verra plus tard, il y a d'autres types. On peut même définir ses propres types. On pourra réaliser des types qui sont en fait des ensembles d'autres types. Mais on verra ça plus tard. Donc pour l'instant, eh bien, on a à peu près fait le tour. Je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer.
Voilà, donc je vous laisse là-dessus pour cette fois et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!